première invitée de ce mardi 17 mai 2022 sur le plateau de FHP Direct pour nos entretiens avec le professeur Franck Chauvin. Franck Chauvin, vous êtes le président du Haut Conseil de santé publique et je crois qu'en vous recevant, nous mettons en évidence l'importance de la santé publique, importance découverte finalement par les Français il n'y a pas si longtemps à la suite de la crise sanitaire. Vous avez ce sentiment que votre discipline, la santé publique, a repris effectivement sur le devant de la scène une importance qu'elle n'avait pas? Oui, bien sûr, vous avez parfaitement raison. Les Français ont découvert le terme santé publique, même s'ils n'ont pas forcément compris l'ensemble de l'organisation du système. Mais effectivement, la santé publique est apparue comme un des éléments essentiels de la politique de santé en France et de la santé des Français. Alors, vous en conviendrez, c'est plutôt nouveau, effectivement, parce que la question, c'est comment cette santé publique s'inscrit-elle dans l'ensemble des politiques de santé, mais il est assez classique de dire qu'elle n'est pas, en général, sur le devant de nos préoccupations, de l'organisation de notre système de soins en France, notamment si on se compare à d'autres pays. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, parfaitement d'accord. Parce qu'en France, en fait, on a un système de santé qui est très orienté sur les soins. Et pour la plupart des Français, système de santé égale système de soins. Mais ce qui est très différent d'autres pays qui ont intégré le fait que la santé n'était pas que les soins. Et en fait, un système de santé doit comprendre d'autres éléments que le système de soins, même si celui-ci, bien sûr, a son importance. On peut considérer que c'est une faiblesse? Bien sûr, c'est une faiblesse parce que, si vous voulez, un système de santé équilibré doit faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de patients, que le nombre de patients puisse être pris en charge par le système de soins. Or, comme on a un système de prévention qui est très faible, le nombre de patients porteurs de maladies chroniques, porteurs de pathologies, en fait, n'arrête pas d'augmenter dans notre pays, surchargeant en permanence notre système de soins. Et bien sûr, on l'a vu pendant cette crise. Alors, je vais vous interroger, Franck Chauvin, sur le rapport que vous avez écrit, et notamment le titre, ou à peu près, c'est 10 chantiers pour refonder la santé publique en France. Mais avant de vous interroger dans le détail, peut-on, selon vous, et comment, on verra le comment, peut-être dans le détail, mais peut-on, selon vous, faire mieux, et à partir de quel modèle? C'est pas peut-on faire mieux, c'est qu'on doit faire mieux. C'est-à-dire qu'il y a une urgence dans notre pays à concevoir un système de santé avec le système de soins comme un des éléments de ce système de santé. Un exemple, l'espérance de vie en bonne santé dans notre pays est très moyenne, alors que l'espérance de vie globale est très bonne. Et vous avez dans ces deux chiffres, simplement, une partie du paradoxe de notre pays où on vit très longtemps, mais en mauvaise santé. Et en fait, tant qu'on aura cette espèce de disjonction entre l'espérance de vie en bonne santé et l'espérance de vie, on aura un système de soins complètement surchargé qui n'arrivera plus petit à petit à prendre en charge l'ensemble des pathologies chroniques. Et on le voit, s'il y a des épisodes de pathologie aiguë, une très grande fragilité de notre système, même si le système hospitalier a particulièrement bien résisté. Je voudrais revenir sur cette notion peut-on, doit-on. Oui, on doit faire des tas de choses et pourtant on ne les fait pas parce que ça n'est pas naturel, parce que c'est difficile, parce que c'est laborieux. Non, on doit parce que, en fait, sinon notre système de soins et surtout notre système d'assurance sociale, qui a été conçu à la fin des années, enfin en sortant de la guerre, en 45, entre 45 et 50, a été conçu en fait pour répondre aux maladies aiguës. Et on voit bien qu'il a eu beaucoup de peine à faire cette mutation vers la prise en charge des maladies chroniques, qui est la caractéristique de la santé de nos populations en ce moment. Et donc cette mutation, en fait, elle devient extrêmement urgente, car sinon, c'est le fondement de notre système qui est remis en cause, et notamment la solidarité et la socialisation du risque, comme on dit dans notre jargon. C'est difficile à comprendre, Franck Chauvin, parce que je me demande si les citoyens, qu'ils soient d'ailleurs français ou étrangers, ne comprendraient pas mieux si vous leur dites c'est important pour vous individuellement. Bien sûr que c'est important pour chacun des individus.
Alors moi, je vous parle au niveau d'une société, parce que la santé publique aussi, c'est une réflexion sur un système. Mais pour chaque individu, est-ce que vous préférez arriver en bonne santé à 65 ans ou avec des pathologies chroniques ou avec des limitations d'activité? Si je pose la question à tous les gens ici, tout le monde me dira je préfère arriver en bonne santé. Or, moins d'un Français sur deux arrive en bonne santé à 65 ans. Moins d'un Français sur deux. Et ça pourrait être mieux? Ça pourrait être vraiment mieux? Suède, 77% arrivent en bonne santé à 65 ans. Et donc, vous avez deux pays qui se ressemblent, qui sont européens, qui partagent des valeurs et qui ont fait des choix très différents il y a maintenant une trentaine d'années, avec des résultats maintenant très différents. Donnez-nous des exemples, par exemple, de ce qui s'est bien passé en Suède. La prévention joue un rôle fondamental et bien sûr, c'est le point qu'il faut développer. L'éducation à la santé, l'éducation dès les classes primaires, par exemple, joue un rôle fondamental. Ce qu'on appelle dans notre jargon l'health literacy, c'est-à-dire la littératie en santé, en fait, on le sait maintenant, est un déterminant de nos comportements en santé. Or, une grande partie de cette littératie en santé est acquise dans les premières années de la vie et surtout de la scolarité, c'est-à-dire globalement dans les classes primaires. Et tout l'enjeu, me semble-t-il, pour la France, nous semble-t-il, est d'augmenter ce niveau de littératie en santé dès le plus jeune âge. Et j'espère qu'on aura des annonces dans ce sens-là bientôt. Alors on va venir un peu dans les détails, mais on a quand même tendance à dire c'est la responsabilité de qui? C'est la faute à qui? Pourquoi ça se passe comme ça? Est-ce que c'est une idée mal partagée finalement? Est-ce que les professionnels de santé réunis ici, notamment les médecins, mais également les infirmiers, tous les soignants, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas pris conscience de ces sujets? Non, enfin, c'est notre système qui a été conçu comme ça et on a continué sans vraiment se poser un jour et se dire, vraiment ayons une réflexion. Et c'est aussi considérer qu'avec les soins, on peut tout faire. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je veux dire, on voit bien le problème des EHPAD en France en ce moment. C'est un problème aussi d'accueil de personnes qui ont perdu une partie de leur autonomie, etc. Et on voit bien que tout ça peut être prévenu par des actions qui se situent très en amont. On sait que la prévention des chutes, par exemple, en fait, il faut prendre des mesures dès l'âge de 40 ans. Hein, et on connaît à peu près ce qu'il faut faire. Donc, en fait, on sait à peu près ce qu'il faut faire. Il faut simplement avoir le courage politique de se dire maintenant, on va travailler sur les problématiques de santé et pas simplement du soin. Pour en rester à quelques grandes idées, bon, ça a plutôt bien marché sur le tabac. Mais alors, en revanche, sur l'alcool, c'est pas terrible. Si, parce que la consommation d'alcool n'arrête pas de diminuer. Donc ça, on ne peut pas dire que ça ne marche pas. En revanche, on voit bien que sur la publicité sur l'alcool, etc., il y a encore des combats qui ne sont pas gagnés, c'est vrai. Sur le tabac, la diminution n'est pas assez rapide par rapport à d'autres pays. L'Angleterre a diminué énormément, les pays d'Europe du Nord ont diminué énormément, le Canada a diminué énormément. On voit que la France est très en retard parce que en France, nous n'avons pas en fait de culture de santé. Nous n'avons pas cette culture-là dans la population. Et donc, en fait, tous les messages qui arrivent ont de la peine à être intégrés par chacun d'entre nous. Pourtant, il y en a des messages, il y a même de bonnes pubs. Santé publique France en fait pas mal, qui sont restés dans nos mémoires. Mais bon, c'est difficile de passer... C'est quand même un acte difficile, souvent, de faire attention à soi, de se freiner. Bien sûr, c'est difficile. Les addictions chez les jeunes. Bien sûr, les addictions. L'alimentation, l'activité physique, etc. Mais si vous voulez, tout ça, on le connaît à peu près, on sait à peu près ce qu'il faut faire. Donc, et maintenant, il faut arriver à sensibiliser les populations et surtout, il faut qu'il y ait le terrain pour que ces messages-là prennent. Bon, alors on va en venir justement dans ces détails. Alors, comme ça, pour nous donner quelques repères, les outils qu'il faut utiliser, c'est quoi ? Il y a plusieurs outils. Donnez-nous-en quelques-uns. Le premier, c'est qu'il faut développer dans notre pays une culture de la santé et de la santé publique. C'est-à-dire cette culture est très importante. Elle doit avoir lieu dans la population et dès le plus jeune âge. Et elle doit aussi avoir lieu auprès des décideurs. Et c'est pour ça qu'on a fait des propositions dans le rapport que j'ai donné au ministre pour que tout le niveau master, par exemple, des urbanistes, des architectes, etc., ait un enseignement de santé publique. Il faut qu'on partage cette culture de la santé publique. Et on sait maintenant qu'il y a des déterminants de la santé
qui sont assez éloignés des individus, mais qui concernent le logement, qui concernent le transport, qui concernent la pollution, qui concernent l'éducation à la santé à l'école, qui concernent, bref, l'activité physique, etc. Donc, tout ça, on le sait. Il faut maintenant que cette culture se développe et qu'on développe la prévention à plusieurs niveaux, individuels et aussi au niveau collectif. Je vous fais 2 remarques, Franck Chauvin. Oui. Je viens d'ailleurs d'animer un débat avec des urbanistes et j'étais invité à l'animer par une fondation qui viendra, la fondation AIA, avec les urbanistes qui vraiment s'intéressent aux questions de santé. Ça, je vois bien, il y a effectivement des évolutions. En revanche, quand on interroge les enseignants, ils vous disent oui, mais enfin, on a des programmes de plus en plus inflationnistes, on nous demande de plus en plus de choses. Franchement, c'est pas à nous, professeurs de français, d'aller, je donne un exemple, hein, mais d'aller intéresser nos enfants, enfin nos élèves, à des questions de santé publique. Enfin, vous voyez les difficultés ? Oui, mais en fait, on l'a fait pour l'environnement. Et maintenant, les enfants qui sortent des classes primaires ont une culture sur l'environnement qui est tout à fait surprenante. Et en fait, il faut qu'on accompagne environnement et santé et qu'on développe cette culture comme on l'a fait pour l'environnement. C'est pas très compliqué et ça ne demande pas un travail énorme aux enseignants. Il faut simplement changer le logiciel. C'est la peur, non l'environnement, bon, le GIEC, les rapports du GIEC. Je ne sais pas si le rapport Chauvin aura le poids du rapport du GIEC. Malheureusement, non. Mais bon, il y a quand même un peu la peur, la crainte. Et puis on voit bien surtout, il y a des échéances qui sont énormes et des impacts de l'environnement sur la santé qui vont être probablement très importants. Et donc tout ça, il faut qu'on donne les clés, notamment aux enfants, pour qu'ils comprennent de quoi il s'agit et adaptent leur comportement pour avoir une espérance de vie en bonne santé la plus longue possible. Alors je voudrais vous interroger sur un sujet qui m'importe beaucoup, c'est le rôle de l'information. Les journalistes également, des gens comme nous, avec des gens comme vous, pour essayer de faire passer des messages. On a été, je crois, on peut le dire, mes collègues et moi, traumatisés par la crise sanitaire, avec, en se disant... il y a des tas de choses que nous n'arrivons pas à faire passer. Et pourquoi ? Parce que c'est quand même très compliqué, l'information en santé publique. Votre sentiment ? Eh bien, c'est compliqué parce qu'en fait, il n'y a pas le socle culturel concernant la santé qui est installé parmi les individus de notre population. C'est-à-dire, les messages ne peuvent passer, on le sait maintenant, tout ça a été très étudié ces 20-30 dernières années, le message n'arrive à passer que s'il y a le socle culturel pour intégrer ce message. Et donc ce travail d'information, en fait, ne passe que auprès des gens qui ont ce socle culturel. Et plus on fait comme ça, plus vous renforcez les inégalités. Et c'est pour ça que cette initiation à la santé, cette culture de santé dans les toutes premières années de la vie est essentielle. C'est ce qui permettra ensuite aux individus d'incorporer ces messages, cette information, et d'adapter leur comportement. Si on ne le fait pas, on va vivre en permanence des crises à répétition et probablement des mesures autoritaires. Parce que quand vous n'arrivez plus à faire adhérer une population, et on a malheureusement un exemple en ce moment qu'on suit tous avec beaucoup d'attention, qui est la Chine, et vous voyez à quel point, effectivement, il faut renforcer les mesures pour faire adhérer la population. On ne peut pas, dans un pays démocratique, aller sur cette voie. Et donc, il y a urgence à développer la culture en santé publique dans notre pays. Et peut-être à la montrer, si vous me permettez, à la montrer sous un angle plus positif, peut-être plus ludique, qui soit moins celui de l'interdiction. C'est ce que disent souvent les gens. C'est un peu chiant, les conseils des spécialistes de santé publique. C'est dur. Oui, pas boire, moins fumer, etc. Non, après, on peut se mettre d'accord sur un objectif et après, c'est pas à nous de faire le travail parce que nous, c'est pas notre boulot. Vous, c'est votre travail de journaliste de passer l'information. Il y a des gens qui savent passer et construire des messages. Nous, c'est pas notre métier. Alors, ça, c'est vraiment une question importante. C'est l'enseignement. Alors, vous avez beaucoup parlé, vous mettez l'accent sur l'enseignement primaire et secondaire. Je voulais vous interroger. On est ici dans un lieu où l'université tient sa place. Donc c'est l'université médicale et également les écoles, les universités de soignants. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour renforcer l'éducation en santé publique, le Global Health, le One Health, la prévention?
que chaque chirurgien ait lui-même, bien sûr, le soin, son intervention à faire, mais peut-être une dimension plus globale. Bien sûr. Et ben, il faut enseigner ça dans les écoles, les universités de santé. Et d'ailleurs, ça a commencé. Le service sanitaire a été conçu pour ça. Et d'ailleurs, le Haut Conseil de la santé publique est en train de terminer l'évaluation du service sanitaire. Et on voit que ce type de message passe. On n'attend pas du service sanitaire qu'il ait une action, une efficacité sur les scolaires. En revanche, sur les soignants, effectivement, on voit qu'on arrive à changer le point de vue des soignants. Les Anglais ont monté une opération qui s'appelle faire en sorte que chaque contact avec un professionnel de soins soit l'occasion de faire de la prévention. Détecter des facteurs de risque, agir sur ces facteurs de risque, donner des conseils, faire une prise en charge. Et ça, il faut qu'on arrive à faire ça. Et d'ailleurs, il y a quelques expériences dans quelques hôpitaux qui commencent. Alors, j'aimerais bien avoir votre avis parce qu'on a vu que pendant la crise sanitaire, la crise du Covid, bon, la majorité des soignants ont suivi, ont fait leur job, ont fait le job. Bien sûr. Mais enfin, il y a quand même eu certains de nos collègues qui ont pas été d'un grand enthousiasme, notamment sur la vaccination, sur votre sentiment. Sur la vaccination, c'est quand même extraordinaire le taux de vaccination qui a été obtenu dans notre pays et grâce au travail de tout le monde. Oui, avec quand même... Peut-être, mais si vous voulez, le 12 juillet, lorsque le président de la République a fait son intervention, personne n'imaginait qu'on dépasserait les 80% de personnes vaccinées dans notre pays. Or, on les a largement dépassés, y compris pour les rappels. Donc on voit qu'en fait, on a eu une adhésion de la population. Alors après, on peut critiquer la méthode, etc. En fait, ce qui a été fait, c'est en fonction de ce que pensait la population. Et justement, tout ce travail sur l'éducation à la santé, sur cette base en santé qui doit être dans la population, évitera des mesures qui peuvent être plus contraignantes. C'est ce qu'il faut qu'on comprenne. On a tous intérêt, en fait, à développer. Vous avez analysé, vous avez une vision précise de ces personnes, de cette minorité vraiment rédhibitoire à la vaccination. Pour quelles raisons? Est-ce que c'est comme ça parce qu'il y a toujours des idées complotistes partout, les réseaux sociaux, peut-être également un rejet de l'industrie pharmaceutique, même si évidemment la majorité soigne et fait bien, il y a toujours une réserve de mauvais comportements peut-être aussi qu'ils ont eu. Si vous voulez, en juin-juillet, quand la vaccination large échelle a commencé, on pensait qu'il y avait 25% d'adhérents convaincus, 50% qui étaient hésitants et 25% qui allaient résister quoi qu'il arrive. Et en fait, on s'est retrouvé avec moins de 10% de la population qui résiste. Et ça, c'est probablement une population qu'on n'arrivera jamais à toucher parce qu'effectivement, elle est réticente à des messages, elle est réticente à des mesures qui peuvent apparaître obligatoires, etc. Donc voilà, il y a une forme de résistance que l'on ne parviendra pas à supprimer. Si elle est inférieure à 10%, on peut considérer qu'on est un pays très adhérent quand même à la population, à la vaccination. Hein. On a dépassé tout ce qu'on pensait pouvoir atteindre. Hein. Franck Chauvin, sur les 10 chantiers pour refonder la santé publique, de ceux que nous n'avons pas dit, vous pouvez nous redonner peut-être, selon vous, l'essentiel? Oui, en fait, en santé publique, on s'est aperçu de la grande fragilité de la santé publique territoriale. Et en fait, là où le travail est probablement le plus important, c'est reconstituer ou constituer une santé publique de territoire. Et pour ça, il faut associer les acteurs, qui sont souvent très éparpillés sous forme d'associations, etc., mais aussi les soignants, hein, les hôpitaux, etc. Il faut associer les collectivités territoriales qui ont un rôle majeur à jouer, car elles connaissent leur population, elles ont les canaux pour toucher ces populations, et l'État ou les représentants de l'État avec l'ARS. Et c'est pour ça qu'on a proposé qu'il y ait des directeurs territoriaux de l'ARS, sous la responsabilité du directeur général de l'ARS, mais qu'il y ait une vraie direction territoriale interministérielle, c'est-à-dire la santé c'est interministériel, et une fédération d'acteurs qui développent la santé publique.
Et dans cette santé publique de territoire, dernier point, il faut embarquer les professionnels de santé. Il faut que les médecins traitants acceptent de jouer le jeu. Et il y a une profession qui est très importante et qui, elle, va accepter de jouer le jeu. Ce sont les pharmaciens. Une grande partie est d'accord pour jouer ce rôle de santé publique de territoire et de contact avec la population pour des messages de prévention, pour le suivi des patients et de la population. Est-ce qu'on peut espérer que, parce que c'est peut-être un échec des agences régionales de santé qui ont été trop grandes ou peut-être pas adaptées, en fait, etc. Il me semble que là, il y avait une régression par rapport à la période antérieure où peut-être les DRAS faisaient plus de santé publique que les ARS, non? Pour être franc. Oui, enfin c'est difficile de savoir parce que les ARS en fait ont changé d'échelle avec le changement des grandes régions. En tout cas, les directions territoriales, ça c'est un... Oui, alors il y a eu des délégués territoriaux. Quand il y avait des régions qui étaient à taille à peu près correcte, on arrivait à maîtriser. Là, il faut vraiment reconstituer ce qui est de la stratégie nationale, ce qui est du pilotage régional et ce qui est de l'intervention locale, c'est-à-dire au niveau des territoires. Oui, donc c'est effectivement et le local, et le national, et le mondial également, parce que tout ça se fait avec l'Europe, avec l'OMS, avec... C'est toute une culture, et les universités, bien sûr. Et bien sûr, les universités qui sont plus au niveau régional. Donc, si vous voulez, en fait, on a 4 échelons. Un échelon mondial, européen, santé globale, les objectifs de développement durable. Un échelon national qui définit une stratégie pour un pays. Un échelon régional qui est le pilotage de cette stratégie et localement la mise en œuvre. Donc ça, je retiens en tout cas le rôle des pharmaciens, peut-être des infirmiers, notamment les pratiques avancées, et faire en sorte d'embarquer vraiment les médecins. Bien sûr. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez de médecins. Il n'y a pas assez de médecins, mais il y a des infirmières de pratique avancée qui commencent à sortir des universités, donc ça c'est en route. Les pharmaciens maillent le territoire, donc on a... Franck Chauvin, c'est ma dernière question, on pourrait rester plusieurs heures ensemble. C'est la règle. Plutôt optimiste, le rapport Chauvin sera-t-il repris par le nouveau ministre ou nouvelle ministre de la Santé? Eh bien écoutez, comme je ne sais pas qui est le futur ministre, je ne peux pas vous dire, mais j'espère que oui. Car il n'y a pas que les ministres qui sont... Si c'est vous, au moins vous appliqueriez votre rapport. C'est le plus grand mal qu'on vous souhaite. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.